Hey, re-bienvenue au podcast Inspiration. Aujourd'hui, Isaïe, différent, le coronavirus brise le concept d'inspiration. Ouais, mais il nous arrêtera pas par contre, parce qu'on arrive avec un nouvel épisode un peu différent d'habitude. Ouais. Fait qu'on va faire une foire aux questions, qu'on appelle en bon français, une Q&A, on Ouais, peut dire aussi. exactement. Ouais. Fait qu'on va faire une petite foire aux questions sur des sujets de sport, des sujets controversés. Que des vous sujets- nous avez envoyé. Que vous nous avez envoyé par Instagram, message privé, puis tous ces Exactement. trucs-là. On Ouais. veut vraiment vous remercier. On a eu 32 questions au total. 32 questions parce qu'il y en a qui nous ont envoyé le même sujet. Donc, au total, on doit avoir eu peut-être 40 questions. Mm. Puis, c'est ça, on veut vraiment vous remercier. Continuez de nous en envoyer. C'est sûr que ce ne sera pas la dernière FAQ si jamais vous aimez ça. Nous, on est vraiment excités de faire cet épisode-là. On en a parlé toute la semaine, comme quoi on avait hâte. Puis de débattre sur certaines questions qu'on a vraiment aimées, qu'on n'avait pas pensé. Donc, on veut vous remercier pour ça. Puis, n'hésitez pas à en poser. Là. Nous, on pourrait quasiment en faire un segment un jour dans les épisodes d'inspiration, une question du public. Avant de commencer, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par le restaurant Le Canadien. Encore une fois, on veut remercier Laurent de nous aider à vous fournir le podcast sur plusieurs plateformes. Le Resto Canadien, c'est un restaurant à Notre-Dame du Bon Conseil. On en a mangé, personnellement j'en ai mangé cette semaine. C'est excellent, je vous le suggère. Laurent a aussi dernièrement fait l'acquisition officielle du Vieux Saint-Charles à Drummondville. Donc on vous invite là, dès que le déconfinement va s'amorcer ou même d'aller en chercher. Laurent, c'est vraiment toute une personne, puis je vous suggère vraiment d'aller l'encourager. Isaïe, peux-tu ajouter quelque chose avant qu'on commence la pige? Bon, on va arrêter de parler de bouffe là, parce que tu me donnes faim. Mais non, on est prêt à commencer, puis j'ai hâte de voir. Ouais. Fait que comment que ça va fonctionner? Je suis sur un number generator. On a associé toutes les questions avec des nombres juste de 1 à 32. Puis c'est ça, Isaïe va lire la question, de qui que ça vient, puis ça va comme suit. Donc, t'es prêt pour la première? Ouais, surprends-moi. Good. Le premier chiffre, la question 29. 29. Oh, ok. Ça va être bon, ça. Ouais, la question de Patrick Lemay, Free Agent 2020 NHL, qui pourrait être agressif ou non sur le marché? Par rapport, ouais, c'est ça. Et comme il m'a expliqué, c'est sa question par rapport au plafond salarial. Patrick, on va commencer par ta question. Toi, Isaïe, peut-être un peu moins connaisseur au niveau des équipes qui ont de la place sur le plafond. Ouais. Mais je t'ai sorti une liste de joueurs que tu connais sûrement qui vont tomber joueurs autonomes cet été. Ben, dès que la saison 2020 finira, on sait pas quand On sait pas quand, ouais. Mais Mikko Rantanen de l'Avalanche Colorado, qui est un joueur au moins à points par match, qui a signé un contrat d'1 an l'année dernière. Alex Pietrangelo. Sauf que Mikko Rantanen, il faut savoir qu'il était avec compensation. Donc, Ok. Alex Pietrangelo, qui sera, selon moi, le plus gros attrait sur le marché des joueurs autonomes. Alex Pietrangelo, c'est le plus récent capitaine à avoir soulevé la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. Je sais que les Maple Leafs de Toronto sont vraiment intéressés à faire son acquisition. Les Maple Leafs, c'est difficile toujours avec le cap. J'entends mon ami Antoine Payette rire bien fort au sujet de la situation de cap salarial à Toronto. Carl Dubas n'a pas mis cette équipe-là dans une situation qui est facile en signant Tavares, en signant Austin Matthews, en signant Mitch Marner à gros prix. L'année passée, on riait peut-être un peu de la signature de William Nylander à près de 7 millions, mais avec la saison 2019-2020 qui a eu sa saveur, vraiment une bonne signature pour les Maple Leafs de Toronto. Sinon... Il y a deux gardiens. Ouais. Deux bons gardiens, ouais. Oui, tu peux y aller. Ben, il y a Brandon Oldby. Oui. Avec Washington. Oui, qui va tomber joueur autonome. Ça va être intéressant de suivre ça parce que Washington a un excellent deuxième gardien, un jeune du nom de Samsonov, qui, selon moi, va prendre la place de Braden Oldby parce que, dans le fond,
Il y a un nouveau contrat qui va s'appliquer pour l'an prochain pour Niklas Backstrom, qui est le fidèle acolyte d'Alexander Ovechkin. Backstrom, il bougera pas. Donc, à un moment donné, ça va prendre de la place sous le cap des Capitals de Washington. Puis je crois vraiment que c'est Braden Holtby qui va écoper. Parce que les gardiens, on le voit, ceux qui sont signés à gros prix, pour, mettons, Bobrovski en Floride, il y a eu le gros contrat à 10 millions, ça va pas vraiment bien cette saison. Carey Price, c'est un sujet chaud. Moi, je l'apprécie. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne l'apprécient pas, son contrat de 10,5 millions. Non, c'est vrai qu'un gardien à ce prix-là, c'est pas la recette qui a été prouvée pour gagner la Coupe Stanley. Donc, je pense pas que Washington va emprunter cette voie-là. Pour les équipes qui ont de la place sous le cap, je sais que Colorado sont très intéressés à faire l'acquisition. Il y a Taylor Hall qui va être... Ça, on en parle, hein, j'ai vu ça cette semaine. Ouais. Là, il y a eu plusieurs places où ils en parlent pour le prendre. Oui, c'est ça. On voit que le Canadien pourrait être intéressé. Mais bon, c'est des nouvelles qu'on a chaque année. Taylor Hall, c'est qui l'année passée? L'année passée... L'année passée, c'était L'année passée, c'était la saga des joueurs avec compensation. Tu sais, qu'il y avait Mitch Marner, qu'il y avait Sébastien Aho, qui a finalement eu une offre hostile du Canadien, ça n'a pas fonctionné. Il y avait Braden Point. Mais oui, c'est ça, Taylor Hall, qui a été changé aux Coyotes de l'Arizona, qui feront probablement, peut-être même pas les séries eux qui sont allés chercher Taylor Hall. C'est un peu dommage pour eux parce qu'ils vont avoir eu 4 mois de Taylor Hall pour avoir donné quand même beaucoup aux Devils du New Jersey. Donc ça va être intéressant à suivre où Taylor Hall va décider de poursuivre sa carrière. Taylor Hall, c'est pas facile. Depuis le début de sa carrière, il a été avec Edmonton. Il n'a pas fait une fois les séries avec eux. Il est allé avec New Jersey. Ils ont fait les séries une fois, éliminé en 5 matchs par le Lightning cette année-là. Puis après, avec les Coyotes de l'Arizona, que là, ça va pas bien. Je veux pas dire que Taylor Hall est la constante parmi ces 3 équipes-là, mais il a pas prouvé qu'il y avait l'étoffe d'un joueur qui pouvait... Même s'il a gagné le MVP, l'année qui a amené les Devils en série, il n'a pas su répéter ces exploits-là dans les années suivantes. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je sais que l'Avalanche du Colorado, comme j'ai dit, vont être agressifs dans ce dossier-là. L'Avalanche du Colorado sont assez choyés sous le cap parce qu'ils n'ont pas de gardien à gros prix. C'est pour ça qu'il y a eu tant de rumeurs avec Carey Price. Nathan McKinnon, qui est peut-être un des 3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, qui est signé à rabais et qui a mentionné toujours vouloir être signé à rabais pour être bien entouré. Donc, je pense que ça répond à la question. Pour Pat. Ça va être une bonne année. Ça va être une bonne année. S'il n'y a pas trop de signatures juste avant la date que tout va se lancer, je pense que ça va être quelque chose qui va être intéressant à suivre. Moi, je pense que Pietrangelo risque de rester à Saint-Louis, mais Taylor Hall ne reviendra pas en Arizona. Puis si j'avais à faire une petite prédiction, je pense vraiment que l'Avalanche du Colorado serait un bon fit pour lui. Tout à fait. Bon, prochaine question. Numéro 5. Ça va être une question de Dimitri Savoie-Jean. Dimitri qui nous a envoyé 9 questions. Selon vous, quelle équipe, la NFL, a le meilleur potentiel de devenir la prochaine dynastie des années 2020? Des années 2020. D'année 2020. Moi, pour être un amateur très grandissant de la NFL, j'avais vraiment hâte de répondre à cette question-là. Mes amis diront que mon choix facile serait les Packers, mais malheureusement, je pense pas que ça va devenir la dynastie. Une dynastie, c'est à peu près 3 championnats. Ouais, 3 championnats en 10 ans. Maintenant, dans la réalité du sport, c'est peut-être un petit peu plus réaliste, là, 3 championnats au lieu des 5 Coupes Stanley d'affilée qu'on voyait avec le Canadien dans le temps. Tout à fait. Mais moi, pour ma part, c'est vraiment un choix facile. Mais j'ai pas le choix d'y aller avec les Chiefs de Kansas City. Pourquoi? Les Chiefs de Kansas City avec Patrick Mahomes, moi je suis un fan fini de Patrick Mahomes, même si mon équipe préférée c'est les Packers de Green Bay. Patrick Mahomes, je le trouve tellement impressionnant à voir aller. Première année dans la ligue, il a gagné le MVP. Deuxième année,
il était parti encore dans les favoris pour le MVP. Il s'est blessé. Lamar Jackson a élevé son niveau de jeu. Lamar Jackson, qui est carrière des Ravens de Baltimore. Lamar Jackson a eu une saison assez impressionnante au niveau des statistiques. Ce qui l'a fait, aussi de l'impact qu'il y a eu avec son équipe. Son équipe a quand même fini 14 victoires, 2 défaites. Mais c'était surtout au niveau des statistiques, ça n'avait aucun bon sens. Il a battu le record de verges par la course dans une saison pour un carrière. Puis je crois vraiment que Lamar Jackson le méritait, ce MVP-là, mais j'aimerais toujours voir dans un univers parallèle si Patrick Mahomes n'était pas blessé, qu'est-ce qui serait arrivé. Qu'est-ce qui serait passé? Ouais. Parce qu'il était vraiment sur une bonne lancée. Il a fini par gagner le Super Bowl. Donc, en 2 saisons, il y a un Super Bowl, un joueur le plus utile au Super Bowl et un joueur le plus utile dans une saison. C'est tout un CV pour 2 saisons de carrière. Moi, je pense vraiment que c'est un joueur de la trempe qui peut te faire gagner 3 championnats ou plus, selon moi, minimum. Présentement, l'association que les Chiefs évoluent n'est pas aussi compétitive que la nationale, donc ce qui est l'autre association. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité pour les Chiefs d'engranger les championnats au moins dans les 5 prochaines années. Moi, je pense qu'ils peuvent en remporter 2 dans les 5 prochaines années, excluant celui de la saison dernière. Clairement, ce ne sera pas comme les Pats. Je crois pas que ça va être comme les Pats, mais j'aurais vraiment répondu la même affaire. Parce que, écoute, premièrement, ils ont vraiment comeback là, au Super Bowl. Oh ouais, solide. Les 49ers les avaient vraiment dans les câbles, puis on a vu Patrick Mahomes encore faire preuve de leadership. Ils ont un noyau jeune en plus, avec des Tyreek Hill comme receveur, des Sammy Watkins, ils ont une excellente défensive qui fait vraiment la job. Ils entourent bien Patrick Mahomes avec des bons joueurs de ligne offensive. Ils ont un excellent coach en Andy Reid qui a enfin montré qu'il pouvait gagner. Moi, je pense vraiment que c'est l'équipe à dire pour cette question-là. On s'entend encore une fois. Clairement, j'avais pensé à la même affaire en voyant. Ça peut pas être. On dirait, là. En plus, on partit avec un. Ouais, c'est ça. Ils sont bien partis. Exact. Ils ont le premier de l'année 2020. Ouais. De la décennie 2020. Ouais, j'ai hâte de voir, mais je pense vraiment que ça va être l'équipe à battre pour les prochaines années. Je sais que les Broncos qui commencent à avoir une équipe qui a bien de l'allure. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de succès dans les dernières saisons depuis le départ de Peyton Manning et leur Super Bowl, mais je pense qu'ils ont quelque chose qui s'en vient, qui a de l'allure. Puis je crois que ça pourrait peut-être mettre des bâtons dans les roues des Chiefs pour les prochaines années dans leur propre division. Mais je pense vraiment que les Chiefs ont ce qu'il faut pour devenir la prochaine dynastie. Tout à fait. On passe à la prochaine? Certain. La 8. Encore une question de Dimitri. Oui. Est-ce que l'année du CH passe par Price? Oh, veux-tu commencer? Parce qu'on a eu une autre question aussi. Qu'est-ce qui manquait avec le CH, mettons? Ouais, on pourrait la mixer avec ça. Parce que on dirait qu'on va passer par-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que on va mixer ces 2 questions-là. C'était une question de Dimitri, hein, celle-là aussi. Ouais. Ce qui était qu'est-ce qui manquait aux Canadiens pour devenir une équipe qui aspire aux grands honneurs. Et est-ce que ça passe par Carey Price? On va mêler ça comme ça. Je crois que Price... tu vas peut-être me rire, là, avec je sais ouais. Mais, clairement, il n'y avait pas le choix de donner ce contrat-là pour qu'il reste. Ouais. Clairement, ça aide d'avoir un goaler de premier plan comme lui. Mais est-ce que tu gagnes une coupe avec un gardien de but? Est-ce que tu scores des buts avec un gardien de but? Tu peux te permettre, je pense, selon moi, d'avoir une défensive un peu moins on point. Ouais. Mais faut que tu ailles à quelque chose de solide en attaque. Mm-hmm. Tu sais, mettons les équipes, ça c'est une autre question aussi tantôt, mais les équipes les mieux construites en Ligue nationale, là, ils ont toujours quelque chose de solide à chaque place. T'sais. Ouais. Puis leur gardien, c'est pas nécessairement leur meilleur atout. Mm-hmm. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bon, moi, si j'avais à passer un jour au podcast Inspiration, il y a des bonnes chances que Carey Price serait mon inspiration. Mm-hmm. C'est ça, je vais vous mettre en contexte comme ça, fait que vous allez peut-être me dire que je suis biaisé ou non,
Mais je commence là-dessus. Moi, personnellement, Carey Price, lors du printemps 2014, était tout feu, tout flamme. Mm-hmm. Il a complètement amené le Canadien en demi-finale. Il a sorti Boston à lui tout seul. Même Ottawa, juste avant, il avait sorti Ottawa à lui tout seul. Moi, je pense... j'ai vraiment de la misère à dire parce que Carey Price, il en reste moins qu'il en restait. Oui, clairement, il est rendu à 31. Ouais, 32, je pense. 32? Ouais, vas-y voir, mais moi, je pense que si... Je pense que la fenêtre d'opportunité du Canadien pour la Coupe Stanley va s'amorcer, selon moi, dans 2, plus peut-être 3, 4 ans. Je pense que Carey Price sera le gardien pour qui notre fenêtre d'opportunité dans le fond, on va amorcer cette fenêtre d'opportunité de la Coupe Stanley avec Carey Price au début. Mais je pense qu'il la finira pas, cette fenêtre d'opportunité. Je pense qu'après, ça va être possiblement Caden Primo, qu'on a vu 2 matchs cette saison avec le Canadien, qui a très bien fait, qui fait extrêmement bien à Laval. Il a carrément tassé Keith Kincaid au point que Keith Kincaid a été prêté à une autre équipe de la Ligue américaine. Moi, je pense que Carey Price va amorcer cette fenêtre d'opportunité-là avec le Canadien. Est-ce qu'il la finira? Je ne pense pas. Parce qu'à un moment donné, ces jeunes joueurs prometteurs du Canadien, il va falloir les payer. Puis je pense que c'est Carey Price qui va écoper. Par contre, je pense vraiment que Carey Price est le gardien de la trempe qui peut amener le Canadien à la Coupe Stanley. Carey Price, je sais qu'il y en a des gens... Il n'y a rien qui me fâche plus que les gens qui disent que Carey Price ne performe pas en série. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La dernière fois que le Canadien est allé en série, c'est contre les Rangers de New York. Le Canadien avait de la misère. Je pense qu'en 6 matchs, le Canadien a comme 10 buts. C'est n'importe quoi. Si le Canadien avait eu une offensive potable lors des 3-4 dernières fois qu'ils sont allés en série, le Canadien était clairement dans les équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley. L'année 2014, sans la blessure infligée par Chris Kreider, dont je le lui... Ça, tu pardonneras jamais. Dont je ne lui pardonnerai jamais. C'était tout quelque chose. Si je savais où il habitait, j'irais péter ses pneus. Non, mais j'exagère, mais tabarouette que... Je pense que Carey Price est vraiment le bon gardien pour amener le Canadien à bon port. Mais clairement, ça, tu peux pas avoir un meilleur goaler, selon moi, pour amener une équipe à la Coupe Stanley. Mais genre, l'avenir... Mais comme je t'ai dit, le début de la fenêtre d'opportunité. Mais c'est parce que là, je sais pas si tu as vu ça passer, ce que Brendan Gallagher a dit, mettons, tu sais, qu'il est un peu l'âme aussi du Canadien, qu'il y avait des décisions à prendre, puis que, tu sais, ça sent pas bon, on dirait. Mais moi, j'ai l'impression que Gallagher, ce qu'il voulait peut-être dire par là, c'est qu'il allait peut-être prendre moins d'argent pour attirer des meilleurs joueurs avec les Canadiens. Petit problème technique de studio, l'enregistrement a coupé. On fait juste continuer sur Brendan Gallagher. Ce que Isaïe voulait dire, c'est que Brendan Gallagher a mentionné qu'il y avait des décisions à prendre parce que lui, c'est gagner qu'il veut. C'est pas accumuler les saisons hors des séries. Donc, moi, je crois que Brendan Gallagher voulait peut-être dire qu'il allait prendre un peu moins d'argent pour avoir des meilleurs joueurs avec les Canadiens. Isaïe, t'es moyen de cet avis-là, tu penses peut-être qu'il veut quitter? Ah non, mais Gallagher, il se donne tellement. Moi, là, je sais pas, t'as fait des sports d'équipe, t'as joué au hockey et tout, mais comme, moi, là, il y a rien qui me frustre plus que quelqu'un qui vient dans un gym puis qui donne pas son 100% dans une game. Là. Ouais. Hey, t'es supposé vouloir compétitionner, t'es supposé vouloir gagner, puis pas être lâche, puis je comprends même pas, moi, ça me rentre pas dans la tête. Là. Ouais. Fait que je comprendrais que selon, tu sais, lui, après, fait combien de temps? Ça fait au moins 10 ans qu'il est là. Ça fait depuis 2012. Ouais, Parce que ça fait depuis le lockout. Ouais, tout à fait, il avait commencé... genre, peut-être qu'à un moment donné, tu vois ton âge, tu vois, tu sais, il est pas proche de la retraite du tout, mais tu vois, tu t'avances, puis tout, puis là, tu vois que tu fais rien de nouveau, tu gagnes rien. Moi, je comprendrais, là. C'est pas pour nous autres, mais regarde, il est tout seul. Ouais.
Mais pour répondre à la question de qu'est-ce qui manque aux Canadiens, moi j'ai l'impression qu'il manque juste du temps. J'ai l'impression que le Canadien a des bons outils depuis les derniers repêchages. On va avoir encore un excellent choix cette saison-ci dans le top 10. Moi, je pense qu'il manque juste du temps. Je pense qu'on a les outils. Ouais, oui. C'est juste d'attendre. Malheureusement, c'est un processus par lequel on doit passer après avoir eu des belles saisons auxquelles on finissait premier de notre division, on faisait les séries presque à chaque année lors du début des années 2010. Je pense qu'il faut juste attendre. Ben, on bâtit pas une équipe de même. Là. Exactement. C'est normal. Bon, prochaine question. En fait, le tour. Question numéro 11. Oh, intéressant, Isaïe, tu vas pouvoir saison dire ton point de vue. 2018-2019. Des Raptors. Ouais. Donc, leur saison auquel ils ont gagné le championnat de la NBA. Première équipe canadienne à remporter le championnat de la NBA. Isaïe, veux-tu nous dire comment tu as vécu ça? Ben, faut savoir que les Raptors, constamment dans les dernières années, c'était les chokers des séries. Ouais. Clairement. Cette question-là, en passant, elle vient de Thomas Godette. Très bonne question. Très bonne question. Les Raptors, c'était des chokers en série. Ils n'arrêtaient pas de perdre contre LeBron quand il était à Miami. Surtout quand il était à Cleveland. Écoute, chaque année, demi-finale, écoute, ils perdaient tout le temps. C'était pas compliqué. Même l'année que... Je pense que c'est juste l'année avant que Kawhi arrive. Les Raptors finissent premiers de l'association. Puis ils se font éliminer en 4 par les Cavaliers de Cleveland. Il me semble que la dernière année que LeBron était là, ils ont en 4 ou en genre 5. Là. C'était le maximum. Là. C'est pas normal. Là. Puis là, début de saison en 2018, le meilleur trade... clairement un des meilleurs trades de l'histoire, d'après moi, de la NBA. Là. Clairement. Là. Complètement un trade qui a donné un championnat à la ville de Toronto. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est un trade entre DeMar DeRozan, qui était à Toronto, contre Kawhi Leonard des Spurs. Ouais. Fait qu'ils ont fait un switch. Puis, DeMar, c'est un excellent joueur, mais il était pas capable d'amener un championnat à la ville de Toronto avec Kyle Lowry. Ouais. Fait que Kawhi est arrivé. Ils ont une bonne saison. Kawhi, il me semble qu'au début de la saison, moi je suis pas un fan des Raps à la base, mais quand même, j'ai suivi ça en masse. Vous saurez cette information-là si vous avez écouté l'épisode numéro 1. Oui. C'est ça. Kawhi, il a pas joué toute la saison parce qu'encore là, il revenait d'une blessure, puis là, lui, il voulait être relax dans tout ça. Puis, il y avait aussi un Pascal Siakam, qui a gagné d'ailleurs le joueur le plus amélioré de la saison. Ouais. Que lui a une explosion durant cette saison-là. Puis qui continue cette explosion-là cette année. C'est pas mal. Kyle Lowry restera toujours le capitaine de cette équipe-là, mais niveau talent, c'est clairement Pascal Siakam qui a les clés de l'équipe en ce moment. Ouais. Donc, un duo, un trio même avec Kyle Lowry. Ils sont allés chercher Marc Gasol aussi, qui est un excellent centre, qui avait vraiment une équipe complète pour gagner, puis différente qu'on avait vécu dans les dernières années, parce que les Raps, ils n'avaient pas beaucoup bougé avant. Fait que le fait qu'ils amènent une superstar en Kawhi, qu'ils amènent un joueur comme Siakam à se développer, ça a amené en série quelque chose de vraiment pas pire. Des moments incroyables. Ouais, on se rappellera du lancer de Kawhi Leonard à la dernière seconde du 7e match contre les 76ers. Sûrement le plus grand lancer de tous les temps ou proche de ça. En tout cas, mais moi, c'est le seul buzzer beater en match numéro 7 pour la victoire. C'était vraiment fou. Aussi, les Raptors qui perdaient 2-0 dans la série contre les Bucks de Milwaukee, qui avaient terminé premier, et leur superstar, qui est sûrement le meilleur joueur de la ligue, ça serait débattable. Ça serait vraiment mais un des grands joueurs de la NBA présentement, en Giannis Antetokounmpo, ils perdaient 2-0 leur série. Puis Fred VanVleet, qui est un autre excellent joueur des Raptors cette année, qui s'est levé à ce moment-là dans les séries, commencé à enchaîner les 3 points comme un enfant enchaîne les bonbons. Puis c'était fou, là. Fred VanVleet s'est vraiment levé au bon moment. Il a été peut-être le 10-15 points
qui a fait toute la différence. Puis qui ont réussi à sortir les Bucks de Milwaukee en 6 matchs. Donc, ils ont remporté les 4 autres parties. Après, Isaïe, je vais te laisser finir cette question-là avec ça. Parle-moi de c'était quoi le défi d'affronter les Warriors de Golden State en finale de la NBA. Bon, encore là, clairement, après avoir un débat avec plein de fans de la NBA, les Golden State, c'était la dynastie de l'année 2010 à 2020. Clairement, ouais. Ils ont gagné 3 championnats. Ouais. Écoute, 5 All-Stars à ce moment. Oui, parce qu'il y avait Cousins. Oui, Cousins il était là. Fait que 5 All-Stars à ce moment-là. Mais Golden State qui se fait frapper par les blessures. Durant, Klay Thompson. Curry qui avait été blessé au début des séries. Oui, en effet. Donc, mais Curry est revenu par contre à la finale. Donc, il restait quand même. Tu sais, il restait une bonne équipe. Là. Il y avait Iguodala, il y avait Green, il y avait Curry. Mais au début de la série finale, il y avait Kevin Durant qui ne jouait pas. Ouais. Et il y avait DeMarcus Cousins qui était très amoché. T'avais Klay Thompson en santé, Curry en santé, puis Draymond Green en santé, mais Klay Thompson s'est blessé lors du dernier match. Kevin Durant a tenté de revenir quand les Raptors contrôlaient la série, s'est blessé après 1 ou 2 quarts de jeu. Il coûte très rapidement dans le match. Puis qui a pas presque mis fin à sa carrière. Mais c'est ça, c'était d'affronter une des plus grandes équipes de tous les temps. C'était la première fois qu'ils se rendaient en finale. Ça, il faut le dire. C'est la première fois qu'ils se rendaient en finale de leur histoire. Ouais, pour les Raptors. Pour les Raptors. Ils n'ont pas une longue histoire quand même, les Raptors. Je pense que c'est comme 98-97 qui ont commencé dans la NBA. Mais quand même, c'est un défi d'affronter les Warriors. D'affronter la foule des Warriors parce qu'elle allait jouer à San Francisco. Ben là, c'était à Oakland. Écoute, c'est une méchante foule. Ouais. Puis ils ont gagné 4-2 le championnat. Ouais. Puis moi, ce que j'ai vu dernièrement d'une déclaration, je pense que c'était au début de cette saison-ci, mais une déclaration de Draymond Green comme quoi les Raptors auraient eu aucune chance de remporter cette finale-là si tout le monde des Warriors était en santé. Moi, malheureusement, pour Draymond Green, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que dernièrement, j'ai vu une statistique comme quoi les Raptors, sur 24 quarts qu'ils ont joué contre les Warriors en finale, les Raptors en ont remporté 18 sur les 24. Je comprends que les Warriors auraient peut-être gagné, mais la déclaration de Draymond Green, c'était qu'ils auraient eu aucune chance. Moi, ça, j'y crois pas. Écoute, il était tellement dans un momentum de fou, là. Hey, t'as jamais été en finale, puis là, tu joues contre une des meilleures équipes de tous les temps, puis toi, t'as eu une saison de malade. Clairement, là, aucune chance, j'y crois pas. Kawhi est capable de surveiller tout le monde. Kyle Lowry, très bon joueur défensif également. Il n'y aurait pas eu, je crois que ça aurait été très serré. Ça serait probablement fini en 7. Ouais. Mais écoute, on peut s'entendre là-dessus. Qui a gagné? C'est les Raptors. Puis, qui est dans les livres de records? C'est les Raptors. Ouais. Ça va être ça. En tant que Canadien, même si t'es pas fan des Raptors, quand même, c'est un beau moment. Ouais, vraiment. C'était vraiment un beau moment. Puis moi, j'ai des amis qui sont fans des Raptors. Puis écoute, c'est une belle histoire. Personne n'y a cru pendant des années. Mais l'année passée, ce fut... un beau moment pour le basketball canadien. Tout à fait. Merci Thomas pour cette question-là. C'était vraiment intéressant. Prochaine question. Question 32, la dernière. Une autre question... Ah non, c'est une question encore de Dimitri. Ah, justement, c'est un bel enchaînement. C'est un bel addon. Est-ce que Kevin Durant pourrait être en mesure de retrouver son niveau de jeu de joueur élite au retour de sa blessure, selon vous? Là, comme j'ai dit, Kevin Durant s'est blessé au match numéro 5. C'est carrément, c'est pas exagéré, c'est carrément éclaté le talon d'Achille parce qu'on le voyait vraiment au ralenti. Là, c'était une blessure qui était épouvantable à regarder. Ça force Kevin Durant, qui était un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue avant de se blesser. C'est clairement le meilleur scoreur de la Ligue, clairement. Puis... maintenant, ça le force à rater une saison complète. Maintenant, il a signé avec les Nets de Brooklyn. Il va aller rejoindre Kyrie Irving.
Selon toi, Isaïe, est-ce qu'il va pouvoir retrouver ce talent-là qu'il avait avant? Il est quand même rendu pas âgé, là. Il a 31 ans. Que sa carrière est quand même dans un... Tu sais, on vivra plus de Dynasty avec ses équipes à lui, je pense. Mm-hmm. Clairement. Durant avait quand même un très bon lancer. Écoute, il est tellement grand, il a tellement d'agilité à tirer aux 3 points, c'est impossible de le bloquer aux 3 points. Donc, est-ce que le fait qu'il soit peut-être moins explosif avec sa blessure, tu sais, qu'il ait moins de vitesse dans les jambes, peut-être qu'il va se trouver un nouveau rôle dans l'équipe, mais il y a des échasses, ce gars-là. Il y a des jambes, il y a des bras. Mm-hmm. Tu sais, la photo de ses pieds, écoute, il est surdimensionné. Je crois qu'il va être capable de dominer autant, mais avec la carrière qui avance, il n'y en aura pas pour longtemps, je pense. Ouais, je pense pas que ça l'a coupé son niveau de jeu. Je pense que ça aura peut-être coupé des années de longévité à sa carrière. Je pense que ça va peut-être réduire sa carrière peut-être de 2-3 ans. Malheureusement, c'est une blessure qui est vraiment qui hypothèque une carrière parce que c'est une déchirure du talon d'Achille. Oui, des joueurs ont prouvé qu'on pouvait revenir de ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont prouvé aussi qu'on ne revenait pas au même niveau. Donc ça va être vraiment intéressant à regarder dès l'année prochaine. Mais on souhaite à Kevin Durant de revenir au même niveau. Ouais, parce que c'est un joueur de notre génération. Moi, je l'ai regardé jouer. Tu sais, il n'est pas le fun quand il joue contre ton équipe préférée, mais écoute, c'est un athlète. Ouais. Donc, ça va être intéressant à suivre. Merci, Dimitri, encore pour une autre de tes questions. On passe à la question 21. 21. Une question de Cyril Verrier et de Patrick Lemay. Les deux nous ont envoyé cette question-là. Ils nous ont juste envoyé le sujet du baseball. On pourrait la jumeler à une autre question qu'on a... Personnellement, c'est ma question préférée. Une question qui est de Dimitri Savoie-Jean, on va la jumeler. C'est qu'arrivera-t-il en premier selon vous et pourquoi? Le retour des Expos à Montréal, le retour des Nordiques à Québec, l'obtention d'une franchise de la NBA à Montréal ou aucune de ces réponses? Donc, je vais commencer en parlant du baseball, vu que c'était ça la question de Cyril et de Patrick. Moi, le baseball, j'ai pas grandi avec ça parce que le baseball est parti en 2003 ou 2004 avec les Expos. J'ai pas grandi avec ça, fait que moi, je suis plus un fan de l'Impact qu'un fan de d'autres sports que le baseball. Quand on voit des graphiques montrant l'âge moyen des 4 sports professionnels, ou même 5, incluant la MLS, en Amérique du Nord, la clientèle du baseball est clairement la plus âgée. Est-ce que c'est possible à long terme de soutenir une équipe de baseball professionnelle? Il faut savoir c'est quoi ça consiste, là, une équipe de baseball professionnelle. Le baseball, c'est pas comme la NFL que ça joue une fois par semaine. Ça joue 6 jours sur 7. Donc, ça veut dire la moitié du temps, c'est à domicile. C'est 3 matchs. Puis ça peut être le lundi, mardi, mercredi. Est-ce que le lundi, mardi, mercredi, on va être capable d'avoir des foules qui sont respectables, tenant compte que le baseball, c'est un sport que tu peux acheter des championnats, où il y en a qui n'aimeront pas mon terme, mais c'est vrai que tu peux... Tu sais, des équipes comme les Yankees, des équipes comme les Red Sox, des équipes comme les Dodgers de Los Angeles peuvent vraiment dépenser beaucoup pour s'acheter des championnats. Pas se les assurer, mais s'augmenter vraiment des chances par rapport à des petits marchés. Est-ce que les Expos pourraient rivaliser avec ces équipes-là? C'est à voir. Pour ma part, moi, je pense pas que c'est un modèle d'affaires qui est viable à long terme, tenant compte de la popularité qui descend au niveau des jeunes. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs de baseball depuis un bout, mais tu sais, personnellement, moi, dans mes amis, justement, à part Dimitri, je connais pas beaucoup de gens qui trippent sur le baseball. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Ben,
mais pour enchérir un peu sur les expos, tu sais là, on parle beaucoup, puis je pense, si je me trompe pas, c'est même confirmé là, que les Rays de Tampa Bay, ils vont venir faire moitié-moitié. Ouais, c'est pas confirmé, c'est pas confirmé, mais ça tu sais, sent écoute, ça. Si on veut avoir du baseball pour les amateurs, au pire, ça serait cette solution-là. Ouais. Ça va apporter, parce que clairement, on ne sera pas capable de remplir des stades tous les soirs. Ouais. Si on en a moitié-moitié, clairement que, d'après moi, on est capable d'aller chercher les amateurs puis de leur donner ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Sauf qu'est-ce que les amateurs vont autant s'approprier une franchise qui est seulement à moitié à Montréal, tu sais, qui s'appelle genre les Expo Rays, là. Ça, j'ai de la misère à... J'ai l'impression qu'une équipe au complet, c'est peut-être plus viable que ce modèle-là de moitié-moitié. Mais j'ai hâte de voir parce que le baseball à Montréal va carrément passer par la construction d'un nouveau stade qui va être plus près du centre-ville. Un stade qui est sûrement rétractable. J'ai hâte de voir. Steven Bronfman a l'air qui est comme le porte-parole de ce mouvement-là de baseball à Montréal. Je pense que c'est une personne qui a l'air de savoir ce qui s'en va. Tu sais, c'est un homme d'affaires, fait c'est sûr qu'il sait ce qui est viable ou non, plus que moi au niveau du baseball. Mais j'ai vraiment mes doutes, puis je sais pas, tu sais, continuer sur l'autre question, moi je pense que ce qui serait vraiment viable à Montréal, je pense que c'est vraiment une franchise de la NBA. Mais est-ce que l'intérêt de la NBA elle-même est là? Ça, c'est là que je suis pas sûr. Mais je pense vraiment que c'est le projet parmi les trois qui est le plus viable entre le baseball, le basket et le hockey à Québec. Qu'est-ce que t'en penses? Les Nordiques, on va se dire que... On n'a pas l'impression qu'on voit la lumière au bout du tunnel. On l'aura pas à une centaine d'années. Pourtant, là, ils montrent dernièrement, ils ont montré à RDS avec le coronavirus la dernière série canadienne-nordique, ou en tout cas celle-là de 1993. Oui. Hey, j'étais plein d'émotions parce que, premièrement, je savais pas qui gagnait chaque match. Uh-huh. Je savais qui gagnait au bout de la ligne, mais tabarouette, ça devait tellement être cool vivre cette époque-là. Puis j'aimerais tellement ça, vivre ça, là, juste une année. Je voudrais juste vivre ça, là, des salons de famille divisés entre les Canadiens et les Nordiques. Moi, je resterais un Canadien tatoué sur le cœur, mais j'en connais sûrement d'autres qui changeraient de camp. Puis ces personnes ne tomberaient plus mes amis. Mais c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Daï, entre les expos, les Nordiques ou une future franchise de NBA à Montréal? Je crois qu'honnêtement, avec en ce moment la situation du coronavirus, ça va prendre un bout avant qu'il y ait une expansion dans n'importe quelle ligue. Ouais. Écoute, ils perdent tellement des millions puis des millions de dollars là, que je crois que l'expansion n'est pas pour tout de suite. Mais mettons, on oublie ce concept-là puis on joue le jeu. On joue le jeu. Avec, justement, on parlait de la saison incroyable des Raptors. Ouais. Il y avait à Toronto, comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça la jungle. Jurassic Park. Ouais, c'est ça, Jurassic Park, parce que c'est les Raptors, les dinosaures. Il y en avait un... Ouais, j'expliquais. On avait compris. Ouais. C'est ça, puis à Montréal, il s'était créé le même événement. Ouais. Il y avait des Jurassic Park partout au Canada. Au Canada. Fait que le basket prend vraiment une plus grosse ampleur. Comme j'avais dit dans mon épisode sur Tony Parker, il prend vraiment une ampleur au Québec. Clairement, il y a plus de jeunes qui jouent au basket qu'il y en avait. Est-ce que ça serait aussi payant que, mettons, aux États-Unis? Je sais pas. Mais je pense qu'il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire, clairement, plus que ces trois, que je pense les expos. Mais moi, je suis convaincu que les Nordiques à Québec, ça peut fonctionner. C'est juste que la Ligue veut pas. C'est pas qu'il... C'est difficile. Québec, c'est un petit marché. Les Canadiens ont déjà de la misère à attirer des gens à cause qui sont à cause des impôts ici. Québec vivrait la même chose. Mais tu sais, c'est en Vidéotron. En plus, en étant un petit marché. Non, mais c'est en Vidéotron, là, dans les shows, c'est pas compliqué, il est vide. Je sais. Il est vide, ils sont pas capables de le remplir. Tu sais, honnêtement, t'as le choix d'aller voir un show à Montréal ou
à Québec. Non, c'est clair, c'est facile. Le choix est facile, c'est clairement Montréal. Mais est-ce qu'une équipe des Nordiques à Québec peut remplir l'aréna une fois et demie par semaine? Clairement. Mais est-ce que une franchise de sport, à la base, c'est une business. Ouais, clairement. Une business, ça prend des commanditaires, ça prend des gens qui achètent des loges. Est-ce que c'est la bonne situation à Québec présentement? Surtout encore avec le petit coronavirus. Je pense pas que c'est pour bientôt. Est-ce qu'ils reviendront un jour? Sûrement, je sais pas, mais je pense vraiment que le modèle d'affaires le plus viable, c'est le basket à Montréal. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru il y a 10 ans? Clairement, personne. Personne. Prochaine question. 18. On va aller voir c'est qui le ou la chanson. Oh! Alain Caillé. Le dernier... c'est désolé, Alain. C'est prochaine fois. Prochaine fois. Là, c'est la question de Ariane Lheureux. Ça, c'est une excellente question. La condition, un peu la parité homme-femme dans les sports. Moi, je sais ce qu'elle voulait dire par là, parce que c'est ma copine. Ce qu'elle voulait dire par là, c'était, mettons, les conditions comme la paye entre les deux, la parité, carrément la parité, comme ça, comme au tennis, on le vit. Récemment, justement, je voulais te montrer ça, Isaïe. C'est-tu Roger Federer? Ouais, qui voulait proposer l'unification de l'association de tennis professionnel chez les hommes et chez les femmes. Il voulait unifier tout ça. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir la Ligue nationale de tennis, puis pour autant les hommes que les femmes. Pas que les hommes vont jouer contre les femmes, mais d'avoir comme d'être régi par les mêmes règlements, parce que c'est drôle à dire, mais c'est pas les mêmes règlements entre les hommes et les femmes. Dans les femmes, sauf les grands chelems, les coachs ont le droit d'aller voir les joueuses entre les sets, pas au niveau des hommes. C'est des petites différences comme ça. Moi, personnellement, je sais que j'ai une opinion qui va peut-être déplaire à certaines, surtout. Mais moi, mon opinion, c'est que, encore, comme j'ai dit par rapport à une franchise de sport, une ligue de sport comme l'ATP et la WTA, ça reste une business. C'est qui fait rapporter l'argent? Je sais que c'est plate. On aimerait ça que ça soit 50%, 50%, mais malheureusement, les dirigeants de la Coupe Rogers vous le diront, l'affluence dans les stades à la Coupe Rogers, lorsque c'est les hommes versus lorsque c'est les femmes, c'est pas pantoute la même chose. C'est poche, mais justement, je pense qu'il y a un effort en tant que société qui doit être fait d'aller autant encourager les femmes que les hommes, et là, on pensera à avoir une bourse qui est égale. Je pense qu'il y a du progrès qui est fait dans les dernières années à ce niveau, au niveau des bourses. Moi, je suis vraiment d'accord qu'au niveau des grands chelems, maintenant, la bourse est égale. Les grands chelems, c'est 4 tournois qui sont vraiment l'icône du tennis. Moi, je trouve ça cool qu'on mette la même bourse. C'est des tournois qui n'ont pas de misère au niveau financier. Je pense qu'ils peuvent se le permettre de donner la même bourse aux hommes, aux femmes. Ça, je suis vraiment d'accord. Pour ce qui est des plus petits tournois, avec mon père, je suis vraiment témoin du Challenger Banque Nationale de Drummondville de très près. C'est une OBNL. Là. Donc, eux, chaque personne qui vient assister au match, chaque commanditaire, il travaille fort. Si c'est les femmes, c'est pas la même histoire. Donc, à un moment donné, oui, c'est pas que je veux pas que les bourses soient pareilles, mais c'est un côté business. C'est un côté business. Il y a des tournois qui vont fermer si on décide d'augmenter les bourses des femmes au même titre que ceux des hommes. Il y a des tournois qui vont fermer. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est une question de qui rapporte le plus, mais il y a clairement aussi à m'amener une question de respect parce qu'écoute, tu peux voir n'importe quoi dans les commentaires Facebook de sport de femmes, de WNBA, que tu sais, des commentaires sexistes au bout. Là. Ouais. Puis ça, je pense que il y a des femmes qui sont tellement fortes là, à n'importe quel sport. Là. Peut-être qu'ils font pas des dunks comme les gars, peut-être qu'ils font pas des lancers frappés aussi forts au hockey, mais
ça reste, c'est des athlètes, puis on peut pas leur enlever ça. C'est juste, après ça, qui rapporte le plus. Puis, mais après ça, effectivement, avec les bourses, avec des commandites, des fois, on peut aller chercher, je pense, ça va mieux, là. Vraiment, ça va mieux. Je crois que peut-être 10 ans, mais encore là, on sera peut-être pas satisfait encore. Ouais. Moi, je pense que les hommes et les femmes doivent s'utiliser mutuellement, dans le sens que les femmes doivent réclamer le même salaire que les hommes. Puis, comme ça, ils vont monter plus près du salaire des hommes. Puis là, les hommes, après, réclamer un salaire plus grand que les femmes parce qu'ils rapportent plus. Puis s'utiliser comme ça, puis faire monter les enchères. Je pense que les deux doivent s'utiliser et non se discréditer et se renfoncer. Mais moi, je pense qu'il y a un effort qui doit être fait par les médias comme RDS, les médias comme TSN, comme ESPN. Je pense qu'il y a un effort qui doit être fait par ces médias-là pour mettre le sport féminin en valeur, pour justement créer du contenu. Pour eux, ça peut juste être gagnant parce que les gens vont découvrir ça. Puis un jour, la WNBA vont... La WNBA, peut-être moi, je rêve d'une équipe... je rêve d'une ligue comme la NHL, mais au niveau des femmes, ça serait cool d'avoir les Canadiennes de Montréal. Ils existent déjà, puis avoir les Bruins de Boston féminines. Je les haïrais, les Bruins de Boston féminines. Ça me ferait plaisir de les haïr. Ça me ferait plaisir d'aller voir un match des Canadiennes de Montréal. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça y aller avec ma soeur qui joue collégial. Puis ça me ferait plaisir d'aller les encourager, mais il faut juste que ça nous l'ait montré. J'ai l'impression que c'est comme dans l'ombre. Puis je pense que les médias de masse ont une responsabilité par rapport à ça. Tout à fait. Puis je pense que ça va passer par là si on veut avoir des meilleures conditions pour les femmes. Donc j'espère que ça répond bien à ta question, Ariane. Okay. On va faire une dernière question. La question numéro 1. La première question qui nous est posée. Oh, pelay, ça c'est une bonne question pour finir parce que je pense que c'est la préférée d'Isaïe. Ben, c'est une très bonne question, là, parce que c'est... En tout cas, on va l'expliquer. Quel est votre meilleur aliment partant de tous les temps dans la NBA? Donc, meilleur joueur par position de tous les temps. Vas-y. Je suis curieux d'entendre parce que, pour ma part, je connais quand même la NBA, mais pas au point de connaître toutes les positions puis te dire quel est le meilleur à chaque position. Je pourrais après faire mon petit classement de 5 meilleurs de tous les temps, toutes positions confondues. Je peux expliquer rapidement les positions. Ouais. Il y a un meneur de jeu, qui c'est la première position, donc c'est le joueur qui monte le ballon. Et après ça, il y a arrière, il y a ailier, il y a ailier fort, centre. Je les ai nommés en bon français de France. Mais bon, on va y aller comme ça. Donc, moi, mon starting 5, mon 5 partant, je dirais meneur Magic Johnson, donc qui joue avec les Lakers. Okay. Écoute, il était 6 pieds 9. Ce meneur de jeu, souvent, c'est ton plus petit joueur. Ton point guard, c'est ton plus petit joueur. Puis lui, il était 6 pieds 9. Écoute, c'était un athlète, il avait une vision de jeu, il avait un charisme incroyable, ce joueur-là. Je le placerais comme point guard. Après ça, qui d'autre je pourrais placer shooting guard, ça serait Michael Jordan. Écoute, avec, le nouveau documentaire très intéressant. Qu'on vous invite à aller voir. Tout à fait. Donc Michael Jordan, je le placerais en shooting guard. Après ça, comme ailier, j'ai mis LeBron James. On peut avoir notre débat du meilleur joueur de tous les temps au basket. Après ça, ailier fort. Là, après ça, c'est vraiment... Ça change de personne à personne pas mal. J'ai mis Tim Duncan. Tim Duncan, qu'on en a pas mal parlé dans les premiers épisodes. Oui, il a clairement sa place là. 5 championnats, c'est quelque chose. Et comme pivot, j'ai mis Shaquille O'Neal. OK. Ouais. Puis, est-ce que les choix que tu as dit, c'est des choix qui sont pas mal répandus dans l'opinion populaire ou ça reste... Mettons, dans les 5 que tu as nommés, lesquels que tu dirais c'est unanime, puis lesquels tu dirais que c'est débattable? Je pense que juste Michael Jordan, puis peut-être Magic aussi, que c'est unanime pour tout le monde. Les autres, clairement, je pense que ça change. LeBron James,
c'est avec qui le débat? Avec Kobe? Il y a du monde qui met Kobe. Les 3 premières positions, souvent, tout le monde les joue. Tu sais, LeBron James qui est rendu point guard en ce moment, en partie aux Lakers. Fait que comme c'est difficile à dire où t'es mets parce qu'il y a du monde qui vont mettre Kobe à la place de LeBron, mettons. Okay. Il y a du monde comme meneur de jeu, ils vont mettre. Qui peuvent mettre Jason Williams. Non, pas Jason Williams. Kids, ils peuvent mettre Stephen Curry. Aussi. Stephen Curry pourrait être vraiment dans le débat. Seulement, là, sa carrière n'est pas finie. Mais Stephen Curry est souvent dans le débat. Allen Iverson, un petit peu, mais comme il n'a pas gagné de titre. Tu sais, là, je nomme des joueurs, mais comme Magic Johnson, pour sa dominance aux Lakers à l'époque, clairement, je pense que lui a sa place. Michael Jordan, on ne le présente plus. Moi, j'aurais aimé ça que Magic Johnson joue pour le Magic d'Orlando. Ça aurait été magique. Oh! Le jeu de mots! Je viens de m'en rendre compte. Okay. J'ai été surpris par mon propre jeu de mots. Sinon, je serais curieux de savoir, je veux renchérir la question, je suis curieux de savoir ton top 5 de tous les temps, toutes positions confondues. Mais faut qu'il fasse une équipe, maintenant? Non, que je veux dire, les 5 meilleurs joueurs de tous les temps, ça peut être les 5 de la même position, 2 d'une, 3 Ouais, c'est compliqué parce qu'après ça, tu bâtis pas. Chaque position est différente. Parce que Tim Duncan, on va le dire, c'est pas un flashy player, mais c'est le gars qui a plus de fondamentaux puis qui a une attitude de gagnant. Fait que logiquement, tu le changes pour Kobe, mais parce que Kobe est plus impressionnant, il est plus flashy, il est plus. Fait que je pourrais changer Tim Duncan pour Kobe, mais on dirait que dans mon cœur de joueur de basket, de fan, je sais pas. Shaq, il a pas le choix d'être là aussi, selon moi, pour. Écoute, puis t'écoutes pas des entrevues, mais j'ai lu le livre de Kobe Bryant, par exemple. Puis, il parle comment Shaq, il s'est pas tant forcé pour. Tu sais, comme la Mamba mentality de Kobe, mettons. Ouais. Lui, c'est quoi cette Mamba mentality? Ben, c'est que tu veux toujours faire plus que qu'est-ce que tu as montré aux autres. Tu veux toujours faire plus de qu'est-ce que tu sais toi-même projeter. Okay. Puis écoute, c'est tout qu'un athlète, Kobe Bryant. Puis genre, s'il y avait vraiment quelqu'un qui venait en parler, là, ça serait vraiment, je pense, une belle épisode. Surtout avec son tragique décès. Là, mais ça, je pense, écoute, tu peux pas. C'est qui pète des paniers de basket dans la vie? C'est qui, tu sais. Parce qu'il a littéralement brisé des paniers. Il en a brisé 3, je pense. Que je mettrais Michael Jordan, LeBron. Est-ce que c'est en ordre? Est-ce que tu dis que Michael Jordan... Oui. Okay. Michael Jordan. Parce que après ça, on pourrait débattre, puis je pourrais facilement, je pense, changer d'idée. Il a quand même gagné 6 championnats, Michael, puis on peut pas dire qu'il n'y avait pas de compétition. Là. C'était des méchants joueurs qu'il y avait à l'époque. Fait que LeBron James en 2e. Je vais mettre Kobe 3e. Je pense que Magic, je vais le tasser. Okay. Je vais mettre Kobe 3e. Tim Duncan 5e. 4e. Ah ouais, ok. Ou je pourrais mettre Shaq avant. Ok. Peut-être Shaq, puis après ça, Tim Duncan. Moi, je suis curieux que tu n'as pas mis Will Chamberlain. C'est juste pour expliquer. Peux-tu expliquer un peu c'est qui? C'est comme une légende. Ben, ils sont deux à son époque. On ne sait pas s'il existe ou non. Will Chamberlain, c'était comme le joueur dominant en 1950-60, dans ces années-là. Écoute, la NBA, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Puis c'est le seul joueur à avoir marqué 100 points dans un match. Puis écoute, j'espère que c'est ça. Comment tu peux faire 100 points, il y a des équipes qui font même pas ça pendant une coupe de match. C'est ça. Fait qu'il a fait 100 points dans un match. Il est dans le top. Je sais pas avec LeBron qui a monté, c'est encore dans le top 5 du plus grand nombre de points. Écoute, il faisait des fiches de stats comme 50 points, 30 rebonds. Écoute. Moi, j'ai vu dernièrement que lui, Chamberlain, c'était. J'ai vu un graphique comme quoi les joueurs qui avaient eu la plus longue séquence à moyenner 30 points et plus par partie
Puis, t'avais comme James Harden à 23 matchs, Kobe à 25 matchs, quelqu'un d'autre à 27 matchs qui avait le deuxième record. T'avais Will Chamberlain, 582 matchs. C'est fou. Mais je comprends pas. Explique-moi pourquoi tu le mets pas dans le top 5. Premièrement, parce que où tu regardes ses vidéos à lui. C'est comme demander une vidéo de Maurice Richard. Il y en a pas beaucoup. Là. Tu sais, oui, tu vois des vidéos de Will Chamberlain, mais la vidéo est tellement floue que t'es même pas sûr que c'est lui. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Puis, anyway, oui, il a fait ses records de points-là, mais à l'époque, qui gagnait entre les Lakers puis les Celtics de Boston? C'est les Celtics. Parce que son grand rivaux à Will Chamberlain, c'est Bill Russell, qui d'ailleurs, il est toujours là au playoff. Là, c'est un vieux monsieur avec les cheveux blancs qui a 11 bagues. Il manque une main pour rentrer. Il y a trop de bagues pour ses mains. Le Henry Richard du basketball. Oui, en fait, c'est en plein ça. Mais lui, Will Chamberlain, il jouait pour les Lakers. Ben non, il a joué. Si je me trompe pas, il a joué pour les Lakers, puis il a joué pour pour San Francisco, mais je me souviens pas du nom d'équipe. Ok, là, ça a changé. Non, il a joué pour les Lakers. On dirait que En tout cas, il a joué en Californie, puis Philadelphie aussi. Puis c'est ça. Je sais pas. Mais pourquoi que tu le mets pas dans le top Ben 5? c'est parce qu'on dirait que j'ai pas de preuves vivantes que... Ouais. Tu sais, oui, c'est des stats, mais après ça, c'est qui jouait à l'époque? Oui, il y avait des bons joueurs, mais moi, je veux une équipe complète. Je veux une équipe à la Raptors, Kawhi. Tu sais, c'est ça, c'est pas le même style de jeu, là. Ouais. Mais je veux une équipe complète qui va mettre... Si t'as juste des petits gars de 5 pieds 9 là, sur un gars de 7 pieds. Ouais. Tu sais, c'est sûr que c'est inarrêtable, là, puis... Pour vrai, puis j'aurais pu mettre, à la limite, à la place de soit Tim Duncan ou Shaq, Kareem Abdul-Jabbar, qui est le leader dans le nombre de points. Puis honnêtement, je le changerais. Je pourrais te dire demain matin que je mets Kareem à la place de soit Shaq, soit Tim. Je pense que je changerais Shaq juste pour niveau éthique de travail puis tout. Ouais. Je mettrais Kareem pour quand même, il y a 37 000 points, 38 000 points. Ouais. Bon, ben... Ça conclut, je les ai comptés, on aura fait 10 questions. Ok, c'est ça qu'on s'était... c'est ça qu'on s'était mis en tête pas mal. On en a 32. Donc, sans ajouter de questions, on a encore la possibilité de faire 2 autres FAQ. Dites-nous si vous avez aimé ça. Nous, on a vraiment aimé ça. Ben écoute, oui. Dites-nous si vous avez aimé ça. Ça va nous faire plaisir, surtout avec le confinement, d'en refaire. Puis même si des fois, peut-être la FAQ pourrait revenir à tous les 5 épisodes ou à tous les 10 épisodes, on verra selon votre appréciation. Sinon, on continue de vous dire d'aller nous suivre sur Spotify, sur iTunes, sur Alexa. Sur tout, on est sur tout. On est partout. Même hier, on a eu la nouvelle comme quoi on était maintenant sur iHeartRadio. Donc, tous ceux qui réclamaient qu'on soit sur iHeartRadio, vous l'avez. Il y était plusieurs d'ailleurs. C'est ça, exact. N'hésitez pas à aller liker notre podcast puis à commenter si vous avez des suggestions, si vous avez apprécié. Écoute, nous autres, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Si vous avez d'autres questions pour la prochaine foire aux questions, on les ajoutera à notre liste. Sinon aussi, allez vous abonner sur YouTube aussi, partout. Nous, c'est comme notre petite paye. Puis on aime vraiment ça, surtout interagir avec vous. On apprécie tous ceux qui nous envoient des bons commentaires les lundis, puis quand on publie l'épisode, puis dans la semaine qui continue après. On aime vraiment ça vous entendre. Donc, on vous rappelle aussi d'aller encourager le restaurant Le Canadien. Puis, on se dit à dans 2 semaines pour possiblement un autre épisode. On suit l'évolution du coronavirus de très près. Puis, on espère vraiment vous amener des concepts inspiration comme on a fait depuis le début le plus tôt possible. Avec des invités. On a des super invités en passant qui attendent juste que le déconfinement commence pour venir. Donc, on a bien hâte de recommencer puis qu'on puisse commencer à tous se revoir à l'extérieur. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Encouragez-nous, on vous encourage aussi à nous encourager. Puis, on se voit dans 2 semaines. Yes. Ciao.